Pascal Lereste, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici pour nous présenter une vie à crédit, ethnographie avant basculement des mondes. Cette fois c'est le troisième tome que vous nous présentez, le virage du monde. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, le virage du monde, eh bien, oui, c'est la fin des aventures de Franck Lombard, personnage fétiche que j'ai promené de ses premières années à Paris et ensuite lors de son adolescence dans une autre trilogie, etc. Voilà, donc dans cette dernière trilogie, c'est le dernier opuscule donc, la vie de ce personnage. C'est terminé. Il n'y aura plus ensuite de livres concernant Franck Lombard. Et pourquoi donc j'ai fait ce choix de ce dernier opuscule, Le Virage du Monde? Et quand se situe en fait ce Virage du Monde, eh bien, il se situe en 1989-1990. Donc comme chacun sait, Franck Lombard est mon double. Un double que bien sûr je promène de manière conjoncturelle et circonstancielle pour pouvoir dire ce que j'ai pu moi ressentir, éprouver et ce que je vois en tant qu'ethnologue. Et donc j'emmène notamment mon lecteur en Turquie, à l'est de la Turquie en 1990, à une époque où la guerre de la coalition internationale contre Saddam Hussein en Irak est à l'œuvre. Donc après les frasques de Saddam Hussein donc, au Moyen-Orient, hein, donc, donc cette coalition se prépare et il se trouve que moi je suis donc à l'été 1990 donc sur le haut d'une émeraude d'Ag, hein, qui constitue d'ailleurs cette couverture de mon livre. Alors c'est quoi le Nemrut Dag? Eh bien c'est une montagne turque qui surplombe l'Euphrate et sur cette montagne eh bien, il y a la tombe du roi Antiochos Ier qui était le roi de Commagène donc au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et ce roi donc lorsqu'il décède fait construire son tombeau sur cette montagne qui est célèbre parce qu'il y a un certain nombre de personnages qui figurent, qui sont des divinités à la fois orientales, mais également des divinités occidentales. Et donc, Antiochos se met d'ailleurs lui-même en scène sur l'un des personnages, et donc les têtes ensuite tomberont au sol lors d'un séisme. Et donc, Antiochos Ier, qui se fait enterrer sur cette montagne, cherche à constituer en quelque sorte un point de liaison entre l'Orient et l'Occident. Or, lors de cet été donc 1990, eh bien, sur cette montagne, je vois passer les avions américains F-15 qui se préparent pour donc faire la guerre contre Saddam Hussein en Irak. C'est la première guerre du Golfe qui se prépare et donc c'est évidemment pour moi le virage du monde. C'est une époque où la géopolitique bat son plein avec des intérêts économiques qui sont à peine dissimulés avec bien sûr l'idée de pouvoir contrôler le pétrole et puis de s'enrichir avec le pétrole, y compris pour les hommes politiques du plus haut niveau. Et évidemment, ça va contribuer à la transformation du monde. D'autant que à cette époque-là, en revenant de Turquie, eh bien, Franck Lombard, en Yougoslavie, ce qu'on appelait à l'époque la Yougoslavie, prend la mesure aussi des conflits en voie d'élaboration entre les Serbes et les Croates. C'est également l'époque où la chute du mur de Berlin entraîne donc la modification du paysage est-européen, et je montre ce qui se passe en Bulgarie, donc à ce moment-là, avec toute une fièvre sociale et bien sûr les illusions qui sont aussi celles de la jeunesse bulgare qui seront ensuite piétinées
mais c'est encore une époque où il y a l'idée que le monde peut changer. Or, alors, Franck Lombard ne vous promènera pas évidemment dans le champ des désillusions, mais déjà en 1990, eh bien, Franck Lombard nous conduit à penser que finalement le capitalisme aura raison de toutes les possibilités, de transformation à l'œuvre, que les guerres en préparation, que les conflits, etc., eh bien, ne seront pas de nature à permettre donc l'horizon qui était celui qu'on pouvait espérer en 1981, lorsque François Mitterrand donc, devient président de la République française. Et donc cette ethnographie avant basculement des mondes est une photographie de l'Europe et des frontières de l'Europe, et le questionnement également des illusions perdues, et puis des grandes espérances déçues. C'est également donc pour Franck Lombard, qui est à ce moment-là, lui, professeur de mathématiques en lycée professionnel, une autre désillusion, c'est l'impossibilité de pouvoir enseigner, notamment à des jeunes qui sont en difficulté dans des quartiers sensibles, car la montée des idéologies religieuses fait déjà beaucoup de dégâts, et lui, en tant qu'enseignant, eh bien, il éprouve de grandes difficultés lorsqu'il enseigne les mathématiques ou la physique, puisque en fonction des idéologies religieuses, eh bien, on le traite de menteur quand il enseigne par exemple la chimie organique ou simplement donc, la physique élémentaire. Donc en fait, c'est aussi un questionnement sur ce qui est à l'œuvre à l'intérieur même de notre pays, la France, et c'est aussi l'expression d'un certain refus du traitement des questions sociales. Et c'est aussi pour Franck Lombard donc de grandes interrogations quand il voit que finalement les quartiers qui sont des quartiers en fait paupérisés, des quartiers d'ouvriers où le chômage fait rage, et bien ces quartiers qu'on ne dit plus prolétaires mais que l'on dit sensibles parce qu'en fait ils sont abandonnés. C'est aussi une interrogation sur la manière dont on aurait pu s'emparer des questions sociales pour y apporter des réponses. Et pour Franck Lombard, qui achève donc ses aventures sous mon crayon, eh bien c'est un grand questionnement sur ce basculement du monde. Donc Franck Lombard, en 1990, a 28 ans. Et donc, il est déjà pétri d'ethnologie. Cette ethnographie avant basculement des mondes, c'est comme un témoignage de la jeunesse de cette époque-là qui s'interroge sur l'état du monde. Et bien sûr, une vie à crédit. Pourquoi? Parce qu'on vit au-dessus de nos moyens à cette époque-là, en France. On refuse de voir le monde à l'extérieur des frontières nationales ou européennes. On refuse de voir qu'on vit avec un endettement qui n'est pas tenable. Et donc, c'est pour moi, en promenant le lecteur à travers le monde, aussi le rendre sensible à ces questions de dette envers des populations dont on a peut-être ignoré les souffrances auxquelles on les a confrontées par la suite, c'est-à-dire après ce virage du monde.